Bonjour, moi c'est Brice, j'ai 32 ans. On me connaît sous le nom de Unijean Brice sur les réseaux. Et aujourd'hui, je suis chez Vive pour raconter mon histoire, mon aventure. Unijean Brice, ce pseudo, je l'ai trouvé, je crois que j'étais en train de faire de la musique. J'avais besoin de trouver un pseudo parce que je voulais. En fait, j'étais déjà depuis longtemps sur les réseaux sociaux, notamment autour de la musique, etc. Donc j'avais déjà eu plusieurs mêmes pseudos et je voulais un truc qui était très identifiable, qu'on comprenne tout de suite que j'allais être Unijean Brice parce que j'ai trouvé ce pseudo avant même d'avoir eu mon histoire. Et je sais pas, le jeu de mots avec Brice, Unijambiste, Unijean-Brice, je trouvais que c'était impactant. Je voulais un truc qui se retienne et j'ai eu beaucoup de remarques dessus d'ailleurs, positives, en me disant ah, je te suis pour ton jeu de mots, il est incroyable sur ton pseudo. Moi je suis né avec un handicap, une grosse malformation à la jambe droite. C'est ce qu'on appelle une hypertrophie et mégalodactylie pour les noms un peu barbares et compliqués. En gros, pour la faire simple et pour schématiser, pour que ce soit bien visuel, sur mon pied droit, en fait, mon index et mon pouce étaient énormes et difformes à la naissance. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout vu sur l'échographie, tout ça. Donc quand je suis né, vraiment, c'était de la surprise. C'était difforme, énorme et recourbé vers le haut. Donc en gros, tout de suite, on a diagnostiqué que j'aurais du mal à marcher, ça allait être compliqué. Donc j'ai subi énormément d'opérations durant toute mon enfance, adolescence et jusqu'à ma vie de jeune adulte pour modeler un semblant de pied en fait. Et moi j'aime appeler ça, pour l'image encore, une grosse patate parce que ça ressemblait vraiment à une grosse patate en fait. Ça avait une forme de pomme de terre puisqu'en fait ils ont dû enlever tout mon index comme ça, donc vraiment tout l'os. Donc en gros j'avais 3 petits orteils et une énorme phalange comme ça. Donc ça ressemblait véritablement à une grosse patate. Et après, au fil des années, ils ont modelé ça pour avoir un appui et pouvoir faire le déroulé du pas. Donc j'ai toujours eu ce handicap et ça m'a pas trop empêché de marcher, etc. Parce que les chirurgiens ont fait un super boulot durant toute mon enfance. Et ça m'a permis de vivre avec ce handicap convenablement. Donc je faisais du sport très souvent, je faisais du tennis, du basket, du foot avec les amis. J'ai eu une enfance banale, en fait, j'ai jamais ressenti ce handicap, sauf quand, par exemple, j'allais à la plage ou à la piscine, tu vois, là, c'était visible, parce qu'en fait, mon handicap, il remontait jusqu'à mon genou. Ça, c'était beaucoup plus gros, hypertrophié, tu vois. Donc ça se voyait. Mais si j'avais des baskets, un pantalon, les gens, ils s'en rendaient pas compte, tu vois. Juste, je boitais un petit peu, j'étais un peu plus fatigué quand on faisait du sport, l'endurance, tout ça. Mes parents n'ont pas fait ressentir ce handicap, j'ai jamais été dans des établissements spécialisés. La seule chose un peu différente de tout le monde, c'est que j'allais très souvent à l'hôpital faire des opérations, la récupération derrière, les plâtres, les pansements, tu vois. Donc j'avais vraiment des séjours très souvent à l'hôpital. Forcément, déjà, le handicap, ça te donne une force parce que tu sais que tu es différent quand même, tu le vois, c'est physique, surtout sur un handicap visible comme ça. Même s'il pouvait devenir invisible derrière des vêtements, il était quand même visible dans la vie du quotidien. Mes amis me l'ont jamais fait ressentir, tu vois, j'ai toujours été très entouré, la famille, les amis, les petites copines, les amoureuses, tout ça. On me l'a jamais dit frontalement et ça m'a jamais gêné pour quoi que ce soit. Donc en plus, je l'ai très bien accepté et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai une ouverture d'esprit là-dessus, c'est que moi je l'ai très bien vécu et le seul choc que j'avais un petit peu, c'est quand j'étais petit, j'étais à l'hôpital et là tu vois aussi des personnes qui ont des plus gros handicaps que toi. Donc forcément, toi, tu relativises beaucoup sur ton handicap. J'avais des personnes qui avaient la même chose que moi, mais sur les mains. Donc forcément, beaucoup plus visible ou des problèmes sur le visage, tout ça. Et je me disais, malgré mon handicap, je me disais, ah ouais, j'ai de la chance quand même. Moi, j'ai que ça, entre guillemets, même si pour des gens, ça peut paraître un truc de fou. Moi, je trouvais que c'était assez facile, on va dire, à vivre. Et ça m'a tout de suite ouvert les yeux. Et je pense que j'ai une bonne tolérance par rapport à ça et en plus j'ai toujours été très décomplexé sur le handicap. L'acceptation du handicap c'est une des grandes clés. Je sais que c'est aussi une question de tempérament, voilà, c'est pas facile pour tout le monde. Comme je disais, il y a des handicaps plus durs que d'autres. Je pense que la clé c'est d'essayer de ne pas se comparer, même si c'est très dur, c'est un peu le propre de l'être humain. Les réseaux sociaux, tout ça, on a souvent tendance à se comparer et ça peut être un peu compliqué. Mais je pense que l'accepter le plus tôt possible, c'est de se dire bon voilà, moi j'ai une petite différence. Ça fait partie de moi, ça peut faire partie de mon histoire. Tu peux aussi raconter ton histoire. Je pense aussi le fait d'essayer de pas te mettre dans une case, de pas te dire ok j'ai un handicap, mais je suis que handicapé. C'est pas ce qui te définit du tout. Mais à côté tu es une autre personne, tu as un tempérament, tu as une mentalité, tu as ton intelligence, tu as plein de choses, plein d'autres qualités. Et par contre, faut pas le négliger, faut pas le renier, je pense. Et je pense que ça c'est vraiment la clé de l'accepter. Évidemment, c'est peut-être le chemin le plus dur, l'acceptation de soi et de l'acceptation de son handicap. Mais le plus tôt possible, on fait ce travail et le plus tôt possible,
on l'accepte et on avance avec dans la vie, je pense, et ça nous empêche que ça nous mette des limites et des barrières. La famille, moi je dirais même la famille au sens large, je mets même les amis là-dedans parce que moi mes amis je les considère presque comme ma famille, c'est vraiment des frères. Et j'ai la même bande de potes depuis que je suis, la même bande d'amis, même c'est même plus des potes, pour moi c'est des amis, des frères. Ma famille, pareil, comme je disais tout à l'heure, j'avais pas cette sensation d'être handicapé parce que j'étais dans le circuit scolaire normal. On n'avait pas fait les démarches pour que je sois reconnu enfant handicapé, etc. Ça, je l'ai fait vraiment qu'à l'âge adulte. Mais je pense que mes parents et mes amis, ils m'ont donné vraiment les armes, avec humour souvent en plus, avec la dérision, l'autodérision, pour accepter ce handicap, et ça, ils le savent très bien et je leur dis encore merci. C'est que justement, ils m'ont jamais fait ressentir le fait d'être différent, même si j'aime pas forcément ce mot, parce qu'on a tous nos différences et nos qualités, nos défauts. Je pense qu'ils m'ont donné les armes, ils m'ont donné cette confiance en moi, ils m'ont donné, très tôt, ils m'ont mis au sport, à la musique, ce qui fait que en fait, tout de suite, je trouvais des choses à faire, quoi, à m'occuper. Et c'est un peu particulier le moment où on me parle de l'amputation parce que c'est un peu moi le premier à faire la démarche. Parce qu'il faut savoir que moi, dans ma vie de jeune adulte, j'avais délaissé complètement les hôpitaux, tout ça. En fait, j'avais pas fait de la bascule de la pédiatrie aux soins, vers les soins adultes, les spécialistes, tout ça. Parce que j'avais un peu un burn-out, un ras-le-bol d'avoir tout le temps été dans les hôpitaux, quoi. Et tu as envie un peu de vivre ta vie de jeune adulte. Et ça commençait un petit peu à empirer. Je perdais ma mobilité. En fait, j'ai commencé à avoir une arthrodèse un peu naturelle. Donc, c'est-à-dire que tout se soude, si tu veux. Donc, vraiment, tu perds toute ta mobilité. Donc vraiment, j'avais ça en mobilité, tu vois, je pouvais plus du tout bouger. Donc je marchais tout le temps sur la pointe des pieds, ce qui fait que tous les ans, je me faisais des petites plaies à répétition. Et comme c'était pas du tout un pied normal, j'avais pas une bonne vascularisation. Et après, la vie fait que voilà, tu travailles, tu montes des entreprises, tu taffes, t'as un enfant, donc tu t'occupes plus du tout de toi, quoi. Et après, c'est revenu encore, j'avais encore des infections, surinfections, jusqu'au jour où j'ai eu un ras-le-bol en me disant bon là, faut que je fasse quelque chose. Et j'ai commencé à toquer à la porte de spécialistes en disant bon, c'est quoi la solution maintenant? Ok, j'ai laissé trop traîner ça, c'est un peu de ma faute, mais maintenant il faut trouver une solution. Et je me suis heurté à pas mal de spécialistes qui ne voulaient pas du tout entendre parler d'amputation. Je l'avais bien conscientisé parce que je m'étais préparé en fait. Je m'étais préparé à perdre cette jambe, à me dire bon ok, tu reviens dans le processus de l'hôpital, tout ça, mais c'est pour aller mieux après. Quand on me l'a annoncé, en fait j'étais prêt et je me dis bon ok, ça va se faire, ça va se passer. Et je l'ai vraiment vécu comme un soulagement. On m'avait amputé depuis 4-5 jours et que j'allais partir pour rentrer à la maison ou aller en centre de rééducation. Je fonds en larmes. Moi qui pleure vraiment très rarement, jamais même. Et là vraiment, mais j'ai pleuré pas du tout de tristesse, de soulagement justement. Mais vraiment un soulagement, un poids qui s'enlevait. En plus, vraiment physiquement, on m'a vraiment enlevé un poids parce qu'on m'a enlevé 4 kilos presque de jambes. Et vraiment le corps, comme si mon corps il me remerciait quoi, d'avoir enlevé cette infection, cette partie de moi qui était plus du tout utilisable quoi, et valable. Et aujourd'hui, la preuve en est que ça a vraiment été une solution et un soulagement pour moi, quoi. Il y a vraiment un avant et un après mon amputation. Je suis 10 fois plus en forme qu'avant mon amputation. J'ai vraiment eu une période en fait de 2020 à 2024 où vraiment je voyais mon corps, en fait, je commençais à me refermer sur moi-même, même dans la posture. Je commençais à marcher comme ça, je boitais, je traînais le pied, j'avais des chaussures orthopédiques bien moches. Même physiquement, tu vois, ma barbe elle avait poussé, j'avais laissé pousser mes cheveux, je faisais que taffer, je m'étais réfugié dans le travail, et vraiment comme un peu une dépression, quoi. Et vraiment, quand j'ai décidé de me prendre en main, ça a vraiment changé déjà un petit peu avant l'amputation. Je m'étais mis dans un mindset et tout, le truc tout bête, mais j'avais coupé mes cheveux, je m'étais préparé mentalement. Et après, oui, quand j'ai vu après au centre de rééducation que je commençais à me remettre en forme, refaire du sport, que quand je commençais à avoir la prothèse, je pouvais marcher convenablement, retrouver ma vie de tous les jours. Là, ouais, vraiment, j'ai vu il y a vraiment un avant, un après. Et ma vie, elle a complètement changé. Je fais 10 fois plus de choses que je faisais avant et j'ai repris ma liberté, ma mobilité. Moi, je dis toujours, je suis moins handicapé maintenant qu'avant, alors que j'ai une jambe en moins. J'ai enlevé le mal à la racine, vraiment, et là, c'est vraiment une renaissance. Ouais. Tu te retrouves seul au centre de rééducation quand tu es dans ta chambre. Bon, tu es aussi très entouré, donc il y a un peu un côté colonie de vacances, je trouve, au centre de rééducation. Bon, moi, j'ai la chance d'être en région parisienne, donc tu es dans des grands centres de rééducation, donc tu peux quand même matcher avec pas mal de gens et te faire une petite bande, quoi, ce qu'on appelle les compagnons de galère, nous. Tu vois, tous les week-ends, j'avais des permissions de sortie. Donc, je sortais le samedi matin et je revenais le dimanche soir. Et le dimanche soir, tu as un gros down de morale parce que tu te retrouves tout seul dans ta chambre. Moi, j'étais soit tout seul, soit avec un collègue dans ma chambre. En plus, j'en ai eu 5-6. Mais le fait d'être tout seul, tu
tu te poses pas mal de questions et je sais que ça peut être très négatif. Il y a des gens, ils n'aiment pas du tout se retrouver tout seul. Mais moi, j'avais des fois besoin aussi d'être seul, de me dire, OK, là, je me focus. En centre de rééducation, mine de rien, je faisais 4 heures de sport par jour, quoi. Donc, j'étais focus avec moi-même en me disant, bon, allez, là, tu donnes tout, c'est pour aller mieux, pour apprendre à marcher, pour te remettre en forme. Je ne sais pas si c'est lié à une forme de tabou, le fait que ce soit dur de trouver une personne pour te couper un bout de toi. Je pense que les médecins, il y a aussi, pour vraiment parler clairement, il y a un ego du corps médical quand même, un ego des médecins. Et il y en a plein qui disent je vais peut-être trouver une autre solution avant ça. Je ne pense pas que ce soit la solution. C'est en train d'évoluer. Je sais que techniquement, ce n'est pas une opération qui est compliquée. Il y a des opérations bien plus dures, justement, faire de la chirurgie réparatrice, etc. Ça peut être bien plus compliqué. Il fallait que je trouve cette personne qui était vraiment apte à le faire. Un chirurgien qui me disait bon, ça va bien se passer et derrière, t'inquiète pas, il y a des soins de suite, tu vas pouvoir récupérer une vie normale. Pour ceux qui ont du mal et qui pensent que c'est compliqué de marcher avec une prothèse et qui sont en plein dedans dans le processus justement d'acceptation, d'apprentissage de la marche, moi je dirais encore une fois qu'il ne faut pas se comparer parce que le centre de rééducation, tu vois vraiment de tout. Et moi tout de suite, j'ai voulu être volontaire, donc j'étais un petit peu le patient relou, mais dans le bon sens du terme, en disant vous êtes sûr qu'on ne peut pas tester ça? Est-ce que là je peux aller faire du sport? Est-ce que je peux faire 2 séances de kiné? Et c'est vraiment d'être volontaire parce qu'en fait ça va aller plus vite, ça va accélérer votre processus de guérison. Évidemment, moi j'ai un biais parce que je suis quand même jeune et plutôt en forme, toujours été un petit peu sportif. Donc évidemment, c'était un petit peu plus simple pour moi. Mais j'ai vu aussi des personnes âgées, même des 90 ans, une petite mamie et 90 ans, qui étaient tout le temps volontaires et tout. Et elle, je sais qu'en 3 mois, c'était réglé parce qu'elle était dans cette force et dans cette détermination. Le mental fait peut-être 90% de la chose. Si ton mental y suit, le reste va suivre. Et donc, fais petit à petit, étape par étape. Des fois, on fait 3 pas en avant, on en fait 12 en arrière parce qu'on a mal, la prothèse elle est mal réglée, on se dira je vais jamais m'en sortir. Mais en fait, au bout d'un moment, on s'en sort et je pense qu'il faut vraiment être volontaire. Et j'ai très vite accepté quand même le fait d'avoir un bout de moi en moins, tu vois. Déjà, en remontant de la chambre d'opération, j'ai assez vite soulevé le drap et regardé quand même. En plus, c'était très impressionnant parce que quand tu sors d'une opération comme ça, tu as un gros œdème. Donc moi, j'avais vraiment une patte d'éléphant énorme, hein, sans mentir, hein, c'était vraiment comme ça, quoi. Donc je regarde, je fais ah ouais, quand même. Et tu vois plus ton pied, quoi. Et en plus, tu essayes de bouger ton pied. Donc c'est très marrant parce que toujours ce qu'on appelle un peu la sensation fantôme. J'ai l'impression de pouvoir toujours faire ça, en fait. Donc de faire le droit-gauche alors qu'il ne se passe rien, quoi. Mais dans le moignon, etc., tu as quand même cette sensation de bouger le pied. Donc très vite, je l'ai conscientisé. Et après, quand tu as la prothèse, déjà, tu retrouves une stature debout, quoi. Et après, tu te retrouves debout. Déjà, quand tu te retrouves debout, alors que tu as passé 4 à 6 mois en fauteuil, c'est bête, mais tu te retrouves grand. Donc tu reprends une posture, une stature. Et même les gens que tu croises dans le centre de rééducation qui te voyaient tout le temps en fauteuil, ils me disent « Attends, mais t'es grand en fait !» Parce que moi, je suis un peu plus d'1m80 quand même. Et donc, tu retrouves ce truc-là. Donc, tu retrouves ta confiance en toi vraiment à ce moment-là. Enfin, moi, en tout cas, en tant qu'homme comme ça, je l'ai vécu en me disant « Ah, ok, là, je reprends de l'assurance, je suis grand, les gens, ils te remarquent. » En plus, la prothèse, moi, je trouve ça très stylé. Ça, c'est très personnel, hein. Il y a des gens qui ont un petit peu de mal, qui veulent la cacher ou faire des apparences un petit peu de jambes avec des semblants de peau, etc. pour que ce soit le plus invisibilisé possible. Moi, tout de suite, j'ai fait le choix de non, je veux que ce soit assumé, je veux qu'on voit le métal, le carbone. Ça fait partie de moi, c'est ma jambe, hein. En plus, moi, je dis rarement ma prothèse, je dis vraiment ma jambe parce que pour moi, ça fait partie de moi. Et moi, j'ai trouvé ça stylé en fait. Et pareil, ça m'a permis de remettre des chaussures, chose que je pouvais plus faire. Donc j'ai repris des sneakers, tout ça. Moi, j'ai un peu fait le fou. J'en ai acheté 15 en une année. Quand j'ai pu en remettre, c'était du grand n'importe quoi. Mais ça a participé en fait en me disant, voilà, je peux reprendre un style, une allure, une confiance en moi. Et ça, c'était hyper important. Et je pense que tout ça, ça nourrit aussi le fait que je l'ai bien accepté, quoi. Et moi, j'ai toujours fait de la dérision dessus. Mes potes, toujours, voilà, on m'a toujours chambré dessus. Il y a tous mes potes qui me chambrent, même juste après l'amputation. Ils disaient, allez, arrête de faire le malin, allez où ta jambe, tout ça et tout. Et en fait, tout ça, ça participe à l'acceptation parce qu'en fait, ils te mettent dans le même moule, ils te chambrent pareil. Nous, on est un groupe où on se fait que se vanner tout le temps. Pourquoi moi, ça allait être différent parce que je suis amputé, parce qu'ils ont peur de me blesser? Non, au contraire. Moi, je déteste la pitié, la peine, tout ça. J'ai pas besoin de ça pour avancer. Alors que l'humour, c'est une très très grosse arme pour avancer justement. Dans l'acceptation de soi, c'est hyper important. Je pense que si tout le monde arrive à avoir une grosse dose de dérision et d'autodérision,
le monde irait 10 fois mieux. Et dans le handicap, je pense qu'il faut vraiment véhiculer cette image. Si quelqu'un veut aller mieux avec son handicap, s'il arrive déjà à en rire, déjà, c'est une grosse clé pour l'acceptation et pour aller mieux, je pense. Bah, je crois que une des premières blagues, c'est un de mes meilleurs potes qui est mon associé aujourd'hui. Et il est venu dans la chambre et il avait fait un snap où il essayait de me balayer, de me mettre une balayette sur ma jambe amputée du coup. Et en plus, on la voit, il le filme et il essaye de me faire tomber alors qu'il n'y a pas de jambe. Et là, c'était 3 jours après l'amputation. Et même moi, je suis en train de rigoler sur la vidéo. Donc ouais, ça, c'est des blagues vraiment assez marquantes. Et tout de suite, pareil, il y a un autre pote qui est venu, qui faisait comme s'il faisait du kung-fu sur le membre manquant, ou ma femme qui est venue qui me dit est-ce que tu sens là quand je touche, alors qu'elle touchait à rien parce qu'il y avait pas de pied. C'est que des trucs comme ça, c'est des trucs tous les amputés ils ont eu un peu ces blagues là. Le tabou autour du handicap en France, il a un petit peu évolué, mais il y a un gros travail à faire. En fait, il y a plein de gens qui ont peur de vexer des personnes handicapées. Souvent, c'est des personnes valides aussi, qui pensent à notre place, qui pensent bien faire. La bien-pensance dans ce milieu-là, dans le handicap, des fois, ça peut être très compliqué. Je pense que justement, tant qu'on n'aura pas de grosses représentations de personnes handicapées au cinéma, dans les pubs, à la télé, il y en a de plus en plus, encore une fois, mais c'est aussi un petit peu l'enjeu que j'aimerais avoir, moi, en diffusant mon image sur les réseaux sociaux, c'est de leur dire, bah voilà, les handicaps existent, on est des personnes à part entière, on peut faire de la musique, on peut entreprendre, on peut avoir un groupe d'amis, une famille, et on peut faire énormément de choses. Et je pense que ça manque un petit peu de représentation. Plus on en parle, plus ça va faire avancer les choses. Et c'est vrai que ça, c'est hyper important. Et si chacun peut amener sa petite pierre à l'édifice, ça va faire évoluer les choses. Encore une fois, il faut le nuancer, ça va être très long, je pense. Moi, je le vois en termes de sport, de handisport, de parasport. L'accessibilité ou juste faire des démarches, qu'est-ce que c'est compliqué. On est obligé de nous-mêmes de commencer à monter des associations, tout ça, parce qu'en fait, si on attend auprès des administrations, c'est compliqué, tout met du temps et on se retrouve face à des murs, face à des barrières. Je pense que la force de mener un combat comme ça, c'est évidemment, il y a une part de tempérament et de quelque chose qui est propre à chacun. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense que le fait de m'avoir mis au sport très rapidement, l'esprit de compétition, mine de rien, c'est quelque chose qui se travaille et qui s'entretient dès le début, quoi. Moi, j'ai fait du tennis dès mes 5 ans. Donc après, en plus, j'étais dans un circuit valide, hein, donc je faisais des compétitions avec les valides et j'avais un plutôt bon niveau. J'étais même numéro 1 du club à un moment donné, alors que j'avais ce handicap-là. Et je pense que ça m'a donné des clés pour me dire, bon, ok, la vie, c'est un combat, il faudra que tu te battes tout le temps sur certaines choses. Et ça m'a donné une rage de vivre, une rage de vaincre, on va dire. Le fait d'avoir eu beaucoup de combats à gagner dans ma vie et très tôt, parce que mine de rien, moi j'ai mis du temps à marcher parce que c'était compliqué avec ma jambe. Ensuite, l'enfance, l'adolescence, quand même, tu as ton corps qui évolue, tu dois accepter ton corps avec ce handicap. Même si moi je l'ai plutôt bien accepté, c'était quand même un combat intérieur qu'il fallait vivre. Ensuite, tout ça, cette aventure de handicap qui évolue mal et l'amputation, c'était encore un autre combat. Je pense que j'ai un naturel optimisme qui est toujours là. Je vois toujours le positif. Moi, j'ai toujours fait de la musique, donc j'ai fait du piano très tôt. Après, j'ai fait de la guitare. Et ensuite, j'ai appris la MAO, donc la musique appliquée par ordinateur tout seul dans mon coin. J'étais ce qu'on appelle un beatmaker, quoi. Je faisais des beats et des instrus, quoi, pour des petits rappeurs comme ça, mais vraiment pas connus hein, à mon échelle. Et ensuite, j'ai gravité autour d'un studio de musique qui s'est fait dans ma région, à Chelles. Et c'est là que je me suis mis aussi à la vidéo, mais je faisais de la musique, de la vidéo. Et en fait, je l'avais mis un petit peu sur pause pendant toute cette période de récupération. En fait, j'avais vraiment besoin de mettre ça sur pause et de me focus à 100% sur ma jambe. Donc j'ai eu une partie où je l'ai mis en pause et là depuis quelques mois j'ai vraiment repris cette activité. Je me suis vraiment lancé sur les réseaux sociaux en thérapie dans un premier temps. Je me suis dit en fait je vais traverser ça. C'était je crois que c'était en avril 2024 et j'avais pas encore fait ma grosse infection mais je sortais d'une période un peu compliquée avec la jambe et j'avais vu justement pour la première fois mon chirurgien qui m'avait donné un petit peu une date butoir sur l'amputation. Donc là on avait déjà plus ou moins décidé et c'était vraiment j'avais besoin de dire
bah, on va me couper la jambe. D'ailleurs, je démarrais mes vidéos comme ça. Et en fait, juste d'en parler, de dire ce qui va se passer, ça me faisait du bien. En fait, au lieu d'aller voir quelqu'un, bah, je parlais à une caméra, je disais tout ce qui me traversait par la tête. Le handicap et les aventures comme ça, c'est assez universel et ça touche plein de gens. Et en fait, j'ai vu qu'il y a eu un retour, je me suis dit, bon, bah, je vais continuer, j'en ai parlé avant, je vais partager le pendant, je partagerai le après. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. Et pour la petite anecdote, bah, justement, en faisant ça, il y a une fille qui s'appelle Zoé qui traversait la même chose que moi et on s'est fait opérer à 2 jours près, quoi. Elle, c'est une triathlète qui a eu une entorse mal soignée et qui a fini amputée comme moi. Et en fait, bah, c'est une des premières qui m'a répondu. Et en fait, elle s'était renseignée bien avant moi. Donc, en fait, elle m'a donné toutes les clés. Elle m'a dit, bon, tu vas voir, tu vas aller au centre d'éducation, ça va se passer comme ça et tout. Et en fait, c'était trop bien parce que j'étais prêt. J'avais les armes. En fait, ça m'a juste donné les armes. Et après, bah, Zoé, on s'est retrouvés ensemble au centre de rééducation. On s'est motivés ensemble et en plus on a fini, on était tous les deux un petit peu les survivors à la fin du Hunger Games. Il restait plus que nous deux du gros groupe qu'on avait au centre de rééducation et on s'est motivés comme ça mutuellement. Donc ça m'a permis aussi de faire des rencontres concrètes dans la vie. Tous les jours j'ai des regards parce que moi je suis quand même souvent en short. Bon là il fait froid, des fois je suis en pantalon. Donc tu as les regards, tu as tout type de regards. Tu as les regards bienveillants, interrogatifs et les regards malveillants, j'en ai eu quelques-uns. Mais c'est vrai que moi, j'y prête pas attention. Je pense que c'est un peu plus dur pour mes proches, tu vois, quand je me balade en centre commercial. Ma femme, elle aime pas trop quand on regarde, pas qu'on regarde tout court, mais qu'on regarde d'une façon un peu dérangeante ou un peu avec de la méfiance ou quoi. Et moi, je dis, parce que je vais souvent au parc avec mon fils, par exemple, et je préfère qu'on vienne me poser des questions, qu'on vienne me voir plutôt qu'on me scrute comme ça de loin, qu'on tourne un peu la tête. Très souvent, c'est les enfants qui viennent me poser des questions. En plus, ils sont bruts de décoffrage et souvent ils disent « Oh, t'es un robot » ou « Qu'est-ce que t'as eu ? T'as eu une maladie ?» Et souvent, moi, j'ai aucun... Enfin, c'est même pas souvent, tout le temps, je leur réponds, je leur explique. J'espère que ça se voit, que ça se transpire, en tout cas, le fait que je suis heureux avec ce handicap, hein, parce que voilà, faut appeler un chat un chat. Moi, j'aime pas dire situation de handicap, j'aime bien dire handicap, parce que situation de handicap, ça veut dire que bah, sur certaines situations, tu es handicapé, alors que non, moi, je suis handicapé dans la vie de tous les jours, au quotidien. C'est pas un personnage que je joue, quoi, c'est vraiment moi-même. Je joue pas un personnage sur les réseaux sociaux, je suis toujours comme ça, optimiste, et on va vers de l'avant, et oui, on peut vraiment être heureux, et en fait, on a peu de barrières. Si on se fixe pas de barrières, en fait, on en a très peu, quoi. Évidemment, le handicap fait qu'il y a des choses que je peux pas faire. Je vais pas aller à courir un marathon demain, quoi. Et encore, ça se prépare. Si je pouvais parler au Brice avant l'amputation, bah en vrai, fais-toi amputer le plus tôt possible, peut-être. Mais après, je dis ça, mais je pense que psychologiquement, j'étais peut-être pas prêt. Que plus tôt tu le feras, et plus tôt tu auras une meilleure vie. Mais bon, ça se trouve, il y a 5-6 ans, ça ne serait pas passé comme ça. Tu verras, tu vas être très bien entouré, tu vas vraiment redécouvrir une nouvelle vie, tu vas reprendre ta mobilité, ta liberté. Pour moi, c'est cette notion de liberté en fait. Aujourd'hui, je conduis, je marche, je cours, je fais du sport, j'ai mon rôle de mari, mon rôle de papa, mon rôle d'entrepreneur. C'est incroyable en fait. Et peut-être que tu as perdu 5-6 ans de ta vie, mais bon, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Le truc qui me rend le plus fier, qui me rendra le plus fier, je pense, c'est qui se disent ouais mon papa il a traversé un combat de fou et surtout que ça lui ouvre les yeux aussi tout de suite qu'il ait une tolérance envers ça et j'aimerais qu'il conscientise le plus tôt possible. Je pense qu'il le fait déjà parce qu'il a 2 ans et demi et là il capte que j'ai plus de jambes, c'est lui le matin qui m'amène ma prothèse de temps en temps, il comprend que j'ai plus de jambes, après il est encore très jeune hein. Mais je pense de grandir avec un papa comme ça, forcément, il va avoir une tolérance que certains enfants n'auront pas. Je vois déjà qu'il est très attentif à ça, qu'il essaye de comprendre. Il a marché un petit peu avant moi, donc c'est ça qui est marrant. Mon fils, il a appris à marcher avant moi. Et maintenant, aujourd'hui, je peux le porter sur mes épaules, on peut marcher, on peut courir ensemble. Et lui, vraiment, ça a été un moteur. Il faut aussi qu'il se dise que, en fait, et qu'il comprenne que ça a été vraiment un moteur pour moi. Il y a ma femme, évidemment, il y a mon entourage, mais mon fils. En fait, je me suis aussi fait amputer parce que j'avais peur de ne pas pouvoir courir ou faire quelque chose avec mon fils dans le futur, quoi. Ça a été vraiment un très, très gros facteur dans la volonté de me faire amputer, de me dire bah, peut-être qu'avec une prothèse, peut-être en reprenant ma liberté, ma mobilité, je pourrais faire des choses avec mon fils que là je peux plus faire. Bah, le présent me fait dire que j'ai eu raison et on peut tout faire quoi. Moi je dirais un truc un peu différent, je dirais vive la science. Parce que mine de rien, moi en tant qu'amputé, je suis très dépendant de la technologie. Donc vive la science, vive la technologie. Parce qu'en fait, il y a vraiment eu une évolution de fou dans la technologie, dans les prothèses, tout ça. C'est votre nouvelle jambe, quoi. C'est votre jambe. Donc grâce à la science, grâce à la technologie,
Moi, aujourd'hui, je peux marcher convenablement. Si j'ai un pantalon, tu vois même pas que j'ai une prothèse. En ce moment, je suis en train de tester une prothèse de sport, mais c'est incroyable. Vous vous rendez pas compte le fait de pouvoir courir alors qu'on a une jambe en moins. Je suis monté sur ressort avec une prothèse sur ressort. Je peux galoper, quoi. J'ai pas couru depuis 6 ans. Donc vraiment, vive la technologie, vive la science. Et en plus, c'est que les balbutiements encore. Ça fait que s'améliorer avec l'IA, avec tout ça. C'est un truc de fou. Je pense que la question que j'aimerais qu'on me pose en tant que personne qui subit des grosses opérations, interventions comme ça, amputation, c'est est-ce que tu es prêt à avoir ce rôle de psy alors que c'est toi qui subis l'épreuve, de voir autour les gens justement qui subissent aussi l'épreuve à leur manière, à travers tes yeux, à travers ce qu'eux ils vivent à travers toi. Et c'est hyper important parce que tu verras qu'il y aura des moments quand même compliqués. Il y aura des moments évidemment super bien dans le partage, dans l'euphorie, mais il y aura quand même des moments négatifs et compliqués et il faut que tu sois prêt à les vivre et à le conscientiser, à l'accepter et à expliquer aux gens aussi, à être prêt aussi à les entendre, à entendre leurs ressentis. C'est hyper important parce qu'il peut y avoir des conflits là-dessus. Moi, je suis très fier de moi. Je pense, le mot, il est faible, je pense. Je suis très, très, très fier de moi, vraiment. Moi, mon rêve ultime, finalement, il est assez simple. J'ai envie d'aller vivre dans une ferme, dans la nature, avec ma famille. Évidemment, il faudrait que j'ai un centre de soins pas très loin, avec les meilleures prothèses, etc. Mais moi, j'ai envie d'avoir cette liberté de pouvoir faire ce que je veux, pouvoir faire de la création de contenu, etc. Mais être au milieu de la nature, je suis quand même très proche de la nature. Là, j'adore aller courir en forêt, tout ça. Évidemment, voyager, tout ça, réussir ma vie, mais tout ça, c'est… Voilà, réussir sa vie, ça veut tout et rien dire. Pour moi, justement, réussir ma vie, ce serait avoir une grande famille proche de la nature, en pleine campagne paumée. Mon rêve, c'est d'être en pleine santé le plus longtemps possible. Parce que vraiment, la santé, c'est ce qu'il y a de primordial. Et quand on la perd, on se rend compte vraiment à quel point c'est hyper important. Le fait que perdre la vie, ça peut aller très vite. Moi, j'ai quand même eu des périodes où on se disait, bon, ça peut être compliqué. Si tu attends encore quelques jours, ça peut être compliqué. J'ai notamment eu un Covid très grave aussi où voilà, ça a été très compliqué pour moi. Et déjà, ça, quand tu t'approches de la mort, même si c'est un très grand mot, tu relativises énormément. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, je la vis encore plus intensément. J'essaye de saisir toutes les opportunités que je peux saisir. Et oui, je pense que je vis bien plus intensément. Et surtout, je veux faire de plus en plus de choses et me fixer de plus en plus de challenges. J'ai fait une partie du Tour de Mont Blanc là, en septembre, il n'y a pas longtemps. Et quand tu es là-haut dans la galère, tu fais 15 heures de marche. Tu arrives sur un col à presque 3000 mètres, tu te dis « Ok, j'ai accompli un truc de fou là ». Tu as envie de faire ça en fait toute ta vie, d'accomplir des choses, de faire grandir des causes, de te faire partie de quelque chose de grand. Et c'est mon combat maintenant quotidien. J'ai gagné ce combat avec l'amputation, avec la jambe. Maintenant, mon combat, c'est de faire évoluer les choses et de faire de grandes choses en tout cas.